Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi 6 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Pepe Escobar est avec nous. Alors Pepe, d'où est-ce que tu nous rejoins? Pepe Escobar. From where, Pepe? Are you you're joining us? Yes, I'm still in paradise, Nima. Oui, je suis toujours au paradis Nima, dans la mer d'Andaman, sur l'une des îles. Je reste ici jusqu'au week-end, et après ça va être du costaud. Ce sera la Chine, la Russie, puis le NATO-stan, dans cet ordre. Alors je profite de mes derniers instants ici, au calme, même si on a une tempête tous les jours maintenant. Aujourd'hui, elle est arrivée plus tôt, donc on n'aura pas de tempête pendant qu'on parle. Elle est déjà passée. Et j'ai une question pour toi, Nima. Où en est la guerre? Est-ce qu'elle est finie? Where's the war? Is the war over? I think the storm is coming. That's why I wanna... Je pense que la tempête arrive. C'est pour ça que je veux briser un peu le calme dans lequel vous vivez en ce moment. Laisse-moi commencer, Pepe, par le ministre iranien des Affaires étrangères, qui se rend en Chine. Quand on regarde ce qui s'est passé récemment, sa visite en Russie et maintenant en Chine, on comprend bien ce qui se joue. Parce que Donald Trump doit se rendre en Chine, si je ne me trompe pas, le 15 mai, non, le 14. is going to be in China, if I'm not mistaken, on May 15. He may go- 14. Le 14. Il va y aller jeudi prochain. Oui, jeudi de la semaine prochaine. Moi, j'y serai aussi, mais je serai à Shanghai. Je suivrai tout ça depuis Shanghai. C'est bien plus intéressant. From Shanghai. It's much more interesting. So let me zoom out. Alors prenons un peu de recul. Que se passe-t-il si on regarde la politique des grandes puissances, avec d'un côté l'Iran, la Russie et la Chine, et de l'autre les États-Unis? China on one side and the United States on the other side. Yes. Well, this week is Oui. Eh bien, cette semaine est particulièrement impressionnante, Nima, parce que la semaine dernière, on se souvient tous qu'Arakchi est allé à Saint-Pétersbourg. Il a parlé non seulement avec Lavrov, mais il a aussi été reçu par Poutine, et ils ont discuté pendant 1 heure et demie. Et qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Arakchi se rend à Pékin, il s'entretient avec Wang Yi, pas pendant 1 heure et demie, mais un peu plus d'1 heure. C'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis un bon moment, dans mes chroniques et dans mes podcasts, depuis des mois en fait. C'est le RIS, le triangle de Primakov, remis au goût du jour. Quand le grand Evgeny Primakov, alors ministre des Affaires étrangères de la Russie à la fin des années 90, a eu l'idée du RIS, beaucoup d'entre nous l'appelaient déjà à l'époque le triangle de Primakov. which at the time many of us were calling the Primakov triangle. There was Russia, India, and China as the three main poles. Il y avait la Russie, l'Inde et la Chine comme les 3 grands pôles de l'Eurasie et pour l'intégration du continent eurasiatique. On peut dire que depuis le sommet des BRICS de l'an dernier, et surtout ces derniers mois, et maintenant, après une 50aine de jours de guerre contre l'Iran, le nouveau RIC, le nouveau triangle de Primakov, c'est clairement la Russie, la Chine et l'Iran. Parce que ces 3 pays sont en première ligne pour construire un nouveau système de relations internationales. 3 membres des BRICS, 3 membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, et 2 d'entre eux soutiennent directement l'Iran dans la guerre. Pas seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sous d'autres formes, y compris militaires. Bien sûr, ce sont des secrets d'État. Mais on sait tous, au moins en partie, ce que les Russes ont envoyé à l'Iran, et aussi ce que les Chinois ont envoyé à l'Iran. Iran and some of what the Chinese also sent to Iran. And of course, the most interesting thing is the invisible part. Et bien sûr, le plus intéressant, c'est la partie invisible de leur aide militaire à l'Iran. Donc ce n'est pas un hasard. Au contraire, même si certains idiots à Washington peuvent y voir une coïncidence ou un accident, je suis désolé. Le fait qu'Arakchi se rende d'abord en Russie, puis en Chine, pour discuter au plus haut niveau, ce n'est pas anodin. Parce que maintenant, on a quelque chose qui a complètement rebattu les cartes. La semaine dernière, la Russie a clairement fait savoir à l'Iran et au monde entier que Moscou soutenait pleinement Téhéran. Et ensuite, par téléphone, Poutine l'a dit directement à Trump. La Russie est désormais totalement engagée et elle soutient l'Iran. Et s'il doit y avoir, disons, une ébauche d'accord de paix à l'avenir, la Russie y participera.
Aujourd'hui, on a la confirmation que la Chine sera aussi de la partie. We have the confirmation that China will also be involved. And Iran and Arakchi and the leadership Et l'Iran, avec Arakchi et la direction iranienne, à commencer par l'ayatollah Mojtaba Khamenei, veulent que la Russie et la Chine soient, je ne dirais pas physiquement à la table, mais spirituellement et symboliquement présentes. Et d'ailleurs, elles seront aussi physiquement à la table pour tout accord qu'on pourrait conclure afin de mettre fin à la guerre. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours, Nima, c'est des montagnes russes. On l'a tous vu. C'est complètement fou. On était presque au bord d'une reprise de la guerre. Je dirais même, à quelques minutes près, on y était. Et puis il y a eu toute cette histoire du kabuki des Émirats arabes unis, dont on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. On sait maintenant que c'était un faux drapeau. On peut dire, je pense, avec une certitude absolue, surtout après que les gardiens de la Révolution ont officiellement déclaré « ce n'était pas nous ». Nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors, les médias des Émirats arabes unis, où il n'y a pas de presse libre, c'est une monarchie dictatoriale, fondée sur le travail forcé. Il n'y a rien de libéral là-bas, et encore moins de liberté de la presse. Et maintenant, ils commencent à accuser l'Arabie saoudite. Donc on se retrouve avec, non, pas une possibilité, mais une accusation, une opération sous faux drapeau menée par l'Arabie saoudite. Mais les auteurs les plus probables, ce sont les suspects habituels, et on sait très bien qui ils sont. Leur but, c'était de relancer la guerre et d'impliquer les Émirats dans cette reprise. Après tout, ce que fait MBZ avec les Émirats, c'est de transformer le pays en un Israël arabe. Et ce n'est pas un hasard si en Iran, beaucoup de gens parlent des États hébreux unis, les Émirats hébreux unis. J'adore cette expression. United Hebrew Emirates. I love this definition. It is a United Hebrew Emirates because they are completely aligned. C'est un véritable Émirat hébraïque uni, parce qu'ils sont complètement alignés avec les sionistes. Ils sont alignés avec l'administration Trump. Ils sont alignés avec les sionistes. Ils ont d'énormes intérêts financiers liés à la famille Trump et à tous ces profiteurs qui gravitent autour de lui. Des investissements dans l'économie américaine, peut-être 1,4 billion de dollars, ce qui est énorme. C'est même plus que leurs fonds souverains, en réalité. Ils construisent des centres de données partout aux Émirats, achètent des quantités d'armes aux États-Unis et entretiennent bien sûr des relations très très étroites avec la secte de la mort en Asie de l'Ouest. À tel point qu'au début de cette semaine, Netanyahou a appelé MBZ. Il coordonnait les prochaines étapes. They were coordinating the next steps. So we were really on the brink of a restart of the war. On était vraiment au bord d'une reprise de la guerre. Et puis tout à coup, Nima, sans prévenir, on a ce babouin de barbare qui déclare que l'opération Grosse Kata, c'est fini. Évidemment que c'est fini, si l'Iran capitule pour toujours. Ce qu'il a en tête, c'est une capitulation iranienne. Sinon, il recommencera à bombarder encore l'Iran. Voilà où on en est aujourd'hui. Il peut changer d'avis demain. Il peut changer dans les prochains jours, avant sa visite en Chine, pour rencontrer Xi Jinping jeudi et vendredi prochain. Et là, il va arriver. C'est très, très important. C'est le titre que tout le monde va retenir. D'ailleurs, je veux intituler la chronique que je suis déjà en train d'écrire. J'ai commencé avant même de te parler, Nima. Trump arrive en Chine sans aucune carte en main. On pourrait même dire moins que zéro. Surtout après l'échec de cette espèce de blocus de dernière minute ou demi-blocus, ou une sorte de dérivé du premier blocus. On ne sait même plus comment l'appeler. Lui, il a appelé ça projet humanitaire, ou peu importe, liberté. Ce truc-là a duré moins de 2 jours, parce que tout le monde a bien vu que c'était une blague. Aucune compagnie d'assurance, aucun propriétaire de pétrolier n'aurait osé naviguer en suivant les instructions américaines, qui en gros disaient « argent, eau territoriale ». Et le Pentagone, en substance, disait « écoutez, vous y allez, vous coupez votre transpondeur et vous priez. Si vous avez de la chance, vous arriverez à passer ».
Voilà, c'est ça que le Pentagone disait en réalité. This was the Pentagon was basically saying. Nobody used that. Donc personne n'a utilisé cette voie de transit. Les gens essayaient encore d'obtenir le feu vert pour passer par les eaux territoriales iraniennes, demander l'autorisation, payer le péage, fournir tous les documents, et ainsi de suite. Et les règles, évidemment, changent tout le temps. Maintenant, on a une autorité du Golfe Persique, formidable, avec un logo magnifique, et la procédure très détaillée. Et maintenant, tout se fait par email. J'adore, parce que maintenant, on peut tout faire par email, payer en rial. Donc ça évolue du côté iranien, dans la gestion du détroit d'Ormuz. Tout évolue très vite. Ils sont en train de simplifier le processus, et probablement qu'ils ont atteint la version finale. Ça va sans doute rester comme ça pendant un moment. Et puis bien sûr, ils vont en discuter avec les Omanais pour voir comment ça va se passer. Les Omanais auront leur propre poste de péage de l'autre côté. Aucun problème, c'est leur droit aussi. Mais ce nouveau statut juridique du détroit d'Ormuz, voilà, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Et ça ne changera pas non plus autour d'une table de négociation en supposant qu'il y en ait une. Donc Trump arrive à Pékin les mains vides. Il a lancé une guerre qu'il a perdue sur absolument tous les plans, dans toutes les dimensions du dossier. C'est une défaite stratégique totale. Pas un seul objectif atteint depuis le début. Et d'ailleurs, les objectifs de départ étaient complètement absurdes dès le départ. Completely absurd to start with. They wanted decapitation, regime change, a color revolution lasting a weekend in Tehran, and a new story so they could go to Iran and take over natural resources and, of course, among other things, take over the Strait of Hormuz. Not only they didn't get any of the above, virtually all their military bases across West Asia have been virtually destroyed. At the 90% of them are destroyed, and they're not coming back. Those Arab idiots are not so idiot to have that coming back, because in the future, once again, they will be bombed because of these military bases. And now they have to, I would say, coordinate how they're going to, their conviviality with Iran is on a completely new terms now. And Iran, once again, now it's a big power. Et l'Iran, encore une fois, c'est désormais une grande puissance. Pas seulement une grande puissance régionale en Asie de l'Ouest, non, une vraie grande puissance. Pas encore au niveau des trois premières, mais ça s'en approche. Et tout le monde va devoir s'y faire. Le Sud global comme le Nord global. Alors ce que Trump a fait, surtout ces dernières 24 heures, c'est le reflet de son incompétence totale et de sa confusion, n'est-ce pas? Il a annulé ce soi-disant projet humanitaire, blablabla, cette foutaise, en moins de 2 jours, parce qu'il a vu que personne n'y croyait. Les gens ont bien compris que c'était du bluff. Donc le régime, la gestion du détroit d'Ormuz ne va pas changer. La situation dans tout le Golfe Persique, c'est une toute autre histoire. Et puis, il y a la question des Émirats arabes unis. En ce moment, on peut dire que c'est la plus urgente. Comment l'Iran va réagir maintenant qu'il sait avec certitude que les Émirats faisaient partie de la guerre depuis le début? Les Émirats ont collaboré à des attaques très ciblées contre l'Iran tout au long du conflit. Pour l'instant, l'Iran n'a même pas commencé à répondre à cette question, ni à envoyer de messages. Parce que ce qui s'est passé avec les salves de missiles balistiques et les drones, ce n'était pas iranien. Donc l'Iran n'a pas encore commencé à punir les Émirats. Mais ça viendra. Enfin, d'une certaine manière, c'est déjà le cas, Nima, parce que la nouvelle carte bloque les ports émiratis. Les Émirats ne peuvent plus exporter de pétrole depuis Fujairah. Ils devront demander l'autorisation à la marine des gardiens de la Révolution pour savoir où naviguer, payer les droits de passage, tout ça, ce qu'ils refusent de faire. Eh bien, c'est très simple.
Si vous refusez de le faire, vous ne pourrez pas exporter de pétrole. C'est aussi simple que ça. C'est donc la question la plus urgente en ce moment. Et bien sûr, on ne sait pas si ce cessez-le-feu, cette fin de guerre, ou peu importe comment on appelle cette opération de communication que Trump a annoncée d'hier à aujourd'hui, on ne sait pas si ça va tenir dans les prochains jours. Ou si ce n'est qu'une autre tactique pour que les Iraniens soient un peu pris de court et qu'on voit la guerre reprendre pendant le week-end. Tout est possible, Nima, comme on le sait. Oui, exactement. Ce qui s'est passé, je crois, hier est important. L'attaque contre Fujairah. Il y a 2 ports aux Émirats arabes unis, Fujairah, et l'autre, c'est Khor Fakkan. Oui, Les 2 servaient à exporter du pétrole, et leur capacité a été brutalement réduite hier, passant de 3,5 millions, voire 4 millions de barils par jour, à seulement 500 000 barils par jour. C'est énorme. Vous savez, ils ont mené l'opération. Je pense que qui que ce soit a réussi son coup. Et en plus, avec la nouvelle carte que l'Iran a présentée jusqu'à présent, ils ne vont tout simplement plus pouvoir exporter autant de pétrole depuis ces 2 ports. Et Pépé, à propos du détroit d'Ormuz, vous avez mentionné le nouveau mécanisme défini par l'Iran. D'après ce qu'on a appris jusqu'ici, le paiement se ferait en rials, et l'émission des garanties se ferait à l'intérieur du système bancaire iranien. exactement. Attendez, laissez-moi chercher, j'ai des tonnes de trucs ici. Et quand je veux retrouver quelque chose, c'est toujours, donnez-moi juste une seconde, Nima. Je veux retrouver les mots exacts. Non, c'est pas là. Oh là là. Bon, d'accord. Voilà, ça y est. D'accord. Est-ce peut-être celui-là? D'accord. Je suis vraiment désolé. Oui. D'accord. Les voilà. Paiement prioritaire en rials. Mais c'est intéressant, Nima. Quand ils disent paiement prioritaire, il y a sans doute une sorte de clause d'échappement. Si on n'a pas de rials, ils pourraient accepter des yuan. Je pense que c'est ça. Le yuan servirait de monnaie de secours si c'est trop compliqué pour ta compagnie d'assurance ou les propriétaires du pétrolier d'obtenir des rials iraniens. Deuxième point, garantie bancaire dans des banques iraniennes. Alors ça, Nima, tu peux me dire si c'est une opération compliquée. Comment on obtient une garantie bancaire dans une banque iranienne? Est-ce qu'on peut faire ça en ligne? Oui, tu peux faire ça en ligne. Il y a plusieurs applications pour ça, et ce sera vraiment facile à obtenir. Facile, d'accord. Si tu utilises le système de banque en ligne, oui. D'accord, merci. Bon, point numéro 3. Si un pays a causé des dommages à l'Iran pendant la guerre récente, il doit d'abord payer les réparations. Wow, avant d'obtenir l'autorisation de passage. Comment ça marche? Comment allez-vous déterminer quel type de dommages ont été causés et comment ces réparations peuvent-elles être payées? C'est très vague. Je vais vous donner un exemple concret. Des drones partis de la base de Sigonella, en Sicile, en Italie. Cela veut dire que la Sicile, en tant que membre de l'OTAN, a facilité cette opération. Est-ce que l'Italie devra payer des réparations? Et comment ferait-elle? C'est donc très compliqué. Dans le cas des voisins du Golfe Persique, c'est beaucoup plus simple. Et je suis sûr que les Iraniens ont déjà une liste de tout ce qui a été visé depuis les bases situées chez leurs voisins du Golfe. Mais depuis l'Europe, ce sera bien plus compliqué. Enfin voilà, ça, c'est le point numéro 3. On dirait que l'Italie, avec la France et le Royaume-Uni, doit le payer. Oui, bien sûr, puisqu'ils sont membres de l'OTAN. Mais comment allez-vous faire, concrètement, pour l'identifier au cas par cas? Est-ce que vous allez l'attribuer à l'OTAN, à Bruxelles, ou bien à chaque nation individuellement? Eh bien, je suis sûr que tôt ou tard, ils finiront par établir une procédure détaillée pour tout ça.
Parce que nous n'avons pas le document. Nous avons seulement une sorte de résumé du document. Tu as raison. Donc en fait, ça devrait être facturé à l'OTAN, à Bruxelles. Ils devraient envoyer la facture au siège de l'OTAN, à Mons, près de Bruxelles. Ce serait la bonne chose à faire. Et qu'ils aient derrière eux une armée d'avocats internationaux pour les soutenir. Bon, au moins, on connaît à peu près la procédure. Ah, et voilà mon passage préféré. Point numéro 4. Dans tous les documents, il faut écrire le titre exact, Golfe Persique. C'est génial. C'est absolument... les idiots, c'est le Golfe Persique. Ce n'est pas le Golfe Arabique, ni le Golfe de Trump, ni toutes ces bêtises. Golfe Persique. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc ça va être sur la table, Nima, en supposant qu'ils entament une sorte de négociation probablement après la visite de Trump en Chine. Ça ne va pas se faire plus tard cette semaine, ni au début de la semaine prochaine. Pas encore. Ce sera seulement après son retour de Chine. Mais en théorie, et apparemment, et c'est ce qu'on raconte, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, il travaillerait sur un protocole d'accord d'une seule page, très très vague. Mais ce serait, disons, le point de départ d'un long processus de négociation. Si, Nima, on obtient ce protocole d'accord dans les prochains jours ou au début de la semaine prochaine, je dirais que c'est déjà une victoire, vu d'où on partait au début de cette semaine, quand la reprise de la guerre semblait pratiquement inévitable. Alors pourquoi ça se passe maintenant? Par désespoir. Ce n'est pas seulement du désespoir face à tout ce qui a mal tourné dans cette guerre choisie, mais bien sûr, il part en Chine la semaine prochaine avec moins que rien en main. Et quel genre de pression peut-il exercer sur les Chinois? Moins que rien, encore une fois. Imagine un peu s'il avait en plus une guerre en cours. Dans son esprit, il a donc retiré la guerre de la table pour pouvoir parler aux Chinois. Mais les Chinois vont lui dire « Écoute, c'est toi qui as déclenché cette guerre. C'est toi qui l'as provoquée. » Et aujourd'hui, le mot-clé que les Chinois ont utilisé après la rencontre entre Arakchin et Wang Yi, c'est « Cette guerre est illégitime. » Du point de vue chinois, Nima, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que tout ce qui est lié à cette guerre est illégal. Tout, absolument tout. Et c'est ça, le point de départ chinois. D'ailleurs, c'est aussi le point de départ iranien. C'est une guerre illégitime, illégale, une guerre de choix. Illégale sous tous les aspects du droit international et de la Charte des Nations Unies, quoi qu'on en dise, vous voyez. Donc je suis sûr que Xi va le dire très clairement à Trump, en face à face. On voit bien que l'approche de Pékin et celle de la Russie sont un peu différentes. Disons qu'elles avancent en parallèle. Je vais donner un autre exemple. Juste après Arakchi, Lavrov, Poutine a décroché le téléphone, il a appelé Trump, et en gros, voilà ce qui n'apparaît pas dans la transcription du Kremlin et que Ushakov n'a pas fait fuiter. C'est ça, le vrai fond de l'affaire, ce qu'on ne peut évidemment pas divulguer comme ça. Poutine tendait en quelque sorte la main à Trump. C'est pour ça que cet appel a duré plus d'1 heure et demie. Il a expliqué en détail la position iranienne, sachant que Trump ne le ferait pas. Il ne peut pas assimiler tout ça, c'est trop d'informations. Et il ne connaît pas assez le dossier pour comprendre ce que les Iraniens veulent faire. Il a probablement parlé des 14 points, pas seulement des 3 principaux, mais bien des 14, en détail. Et ensuite il a dit, écoutez, si vous envisagez une invasion terrestre, d'aller à Karg ou d'envoyer des destroyers dans le détroit d'Ormuz, ne faites rien de précipité, parce que votre situation, votre position après ça, sera infiniment pire que celle que vous avez maintenant, qui est déjà catastrophique. Donc réfléchissez sérieusement à vos prochaines étapes. Je dirais que 2 ou 3 jours plus tard, on a eu l'impression que Trump n'avait pas compris le message. Pourquoi? Parce qu'il a lancé ce projet
humanitaire, liberté, je ne sais quoi. Opération Liberté, oui. L'opération Freedom, c'était en partant du principe que tout le monde allait adorer l'idée que les Américains soient là pour protéger les pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz. Mais évidemment, ceux qui connaissent le terrain, les compagnies d'assurance, les propriétaires de tankers, bref, tous les acteurs concernés, eux, ils regardent la carte, ils regardent la situation, et ils se disent, ils ne pourront rien protéger du tout, parce qu'ils n'arriveront même pas jusque-là. S'ils s'approchent du détroit d'Ormuz, ils seront coulés, tous. Et les gardiens de la révolution iranienne avaient déjà prévenu, jour après jour, si vous venez ici, c'est fini, c'est votre destin. Donc, pas étonnant que cette opération ait duré moins de 48 heures, annulée par Trump lui-même. L'échec a été tellement spectaculaire qu'il l'a tout simplement annulé et oublié. D'accord, mais il a maintenu le blocus précédent. Techniquement, ce blocus est toujours en place. Mais même ce blocus-là ne bloque pas grand-chose. Parce que comme on le sait tous, Nima, toi tu le sais, notre public le sait aussi, ils sont très loin. Ils sont dans la mer d'Arabie, au sud de l'océan Indien. Ils doivent patrouiller sur une zone de plus de 1000 kilomètres. C'est tout simplement impossible. Il y a plein de façons de le contourner. On peut éteindre son transpondeur ou naviguer tout près des eaux territoriales pakistanaises. Voilà. Et ce n'est pas étonnant. Si tu vas sur Tanker Trackers, tout est là. Ça fait des allers-retours en permanence. Mais évidemment, il ne pouvait pas annuler les deux en même temps. Alors il a annulé le deuxième, ce qui était complètement idiot. Mais le premier, en théorie, est toujours là. Simplement, il ne bloque plus rien. Et bien sûr, les conséquences pour l'économie mondiale continuent. C'est ça, la grande inquiétude pour nous tous et pour tout le monde à travers la planète. Parce qu'il y a encore quelques pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz, surtout en direction de l'Asie. Et la plupart des pays de la région, ici en Asie, sont désespérés. Ceux qui dépendent de l'énergie venant du Golfe deviennent maintenant vraiment désespérés. Il faut donc qu'il y ait un mouvement, une initiative pour débloquer la situation. Les Iraniens sont prêts à mettre la question du détroit d'Ormuz sur la table avec les Américains. Mais tout commence par le premier point. Il y a une logique, une séquence à suivre. Nous avons besoin de garanties écrites, soutenues par les garants, et cela inclut surtout la Russie et la Chine, qu'il n'y aura plus de guerre contre l'Iran ni contre l'axe de la résistance. Si les Américains refusent cela, il n'y aura rien à négocier dès le départ, et ils n'auront jamais l'occasion de parler du détroit d'Ormuz. Quant au dossier nucléaire, c'est la troisième étape. C'est bien plus loin. Pour l'Iran, ce n'est pas une priorité. Ils peuvent faire quelques concessions sur le dossier nucléaire, mais seulement si le premier point est réglé, celui qui compte le plus. Plus de guerre. Mais même là, Nima, laisse-moi te poser une question. Tu es un négociateur iranien. Tu reçois une garantie écrite du gouvernement des États-Unis affirmant qu'ils ne lanceront plus de guerre contre toi, ni contre l'axe de la résistance. Est-ce que tu leur ferais confiance? Impossible de leur faire confiance. Impossible. C'est juste pas possible. Oui, personne ne semble se soucier du document que l'administration Trump pourrait signer à la fin de ce conflit. Mais tout le monde sait que cette guerre va continuer, à mon avis. Et d'une certaine manière, on peut rappeler que Donald Trump lui-même a dit que l'opération Epic Fury était terminée. Mais dans quel sens est-ce que c'est vraiment fini? En Kens? À mon avis, ça ne veut rien dire. Parce que la guerre, je ne vois pas les États-Unis lever les sanctions. Franchement, je ne vois pas ça arriver. Ils pourraient libérer certains avoirs iraniens gelés, c'est possible. Mais ça ne change rien au fond.
Ça ne change pas la nature du conflit. Souviens-toi, Pepe, avant que les États-Unis n'annoncent 2 semaines de cessez-le-feu, ils ont mené une opération dans le sud d'Ispahan. Ils voulaient exploiter jusqu'à la dernière occasion qu'ils avaient de frapper l'Iran. Juste avant cette nouvelle phase du conflit, de la guerre, à mon avis, Donald Trump a annoncé il y a 2 jours, pas hier soir, mais la veille, qu'il lançait quelque chose comme l'opération Liberté. We are doing something like Operation Freedom. Let's go and open up the Strait of Hormuz. Allons-y, ouvrons le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas seulement l'opération Freedom, mais aussi avec les sanctions qu'ils ont essayé d'imposer à la Chine, aux raffineries chinoises. Ils ont dit que si elles voulaient travailler avec les Iraniens, elles seraient sous sanctions, des sanctions américaines contre les Chinois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelle a été la réponse de la Chine? La Chine a dit, vous allez les sanctionner. Eh bien, nous, on va les soutenir. Vous pouvez travailler avec l'Iran, et nous, on va vous soutenir face aux États-Unis. Voilà le jeu. Vous voyez, ils essaient de faire tout leur possible pour mettre la pression sur l'Iran. Mais on dirait qu'ils ne comprennent pas que, selon moi, l'Iran est totalement prêt pour une guerre majeure. Pendant qu'on parle aujourd'hui, ils se préparent à une grande guerre contre les États-Unis, la 3e phase de cette guerre. Et c'est bien là le problème. On ne voit aucune cohérence dans l'administration Trump. C'est pour ça qu'il est si difficile de gérer une situation comme celle qu'ils affrontent en ce moment. Je parle des Iraniens. Et je ne vois pas cette guerre se terminer. Je ne vois pas Donald Trump capable de faire quoi que ce soit. Vous savez, ce mémo d'une page dont il parle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement rien. Ça pourrait être un cadre, comme vous l'avez mentionné, mais qui va négocier sur ce cadre? Je ne vois pas les compétences dans l'administration Trump. Je ne vois personne de vraiment sérieux dans la négociation. Et c'est bien ça le problème. C'est un énorme, disons, problème que non seulement l'Iran, mais aussi la Russie rencontrent avec l'administration Trump. Et toi, Pepe, comment tu vois les choses du côté de la Chine? J'ai l'impression que depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine se rapproche de la Russie et de l'Iran. Tu te souviens, pendant la première année de la guerre, beaucoup disaient que la Chine allait vendre la Russie en échange de Taïwan, qu'elle ferait une sorte d'accord avec les États-Unis sur Taïwan. Ça ne s'est pas produit. Et aujourd'hui, certains avancent un peu la même idée, que Donald Trump irait en Chine, qu'il conclurait un accord sur Taïwan et que la Chine coopérerait avec les États-Unis contre l'Iran. Quelle est ta lecture de tout ça? Oh non, absolument pas. Il n'y aura aucun accord, ni sur Taïwan, ni sur autre chose. En gros, encore une fois, comme on le sait, il n'a strictement aucune carte en main. Pour les Chinois, tout ça, c'est une question de protocole. Le premier sommet avait déjà dû être reporté. S'ils le pouvaient, ils reporteraient aussi celui-ci, parce qu'il n'y a rien de concret à discuter. Donc bon, c'est prévu, c'est dans le protocole. Très bien, on le fait, on s'en débarrasse, parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune avancée. Et bien sûr, en plus de ça, ils ne peuvent pas faire confiance à quoi que ce soit venant de Trump. Et troisièmement, ils savent que la stratégie globale, et là, on dépasse largement le cas de Trump, s'est inscrit dans la stratégie de sécurité nationale. C'est la guerre permanente contre la Chine, par tous les moyens possibles. Encerclement, endiguement, harcèlement, tout ce qu'on veut. Et ça ne changera pas. Alors, ils vont continuer à suivre tout ce qu'ils ont décidé dans le cadre du plan quinquennal. Dans la course technologique, ils avancent à pleine vitesse. En ce qui concerne les sanctions, ils ne s'en soucient plus du tout. C'était déjà le cas quand les Américains visaient leurs raffineries de pétrole. En gros, les Chinois ont répondu, selon la loi chinoise, point final. Ces entreprises doivent respecter la loi chinoise et ce que vous faites est illégal. Donc, au revoir. Et à partir de maintenant, ça va s'étendre à d'autres secteurs de l'économie.
Les Chinois ne sont plus dans une posture défensive. Ils réagissent tout de suite, de manière offensive. Ça change complètement la donne pour les Américains qui jusque-là avaient ces leviers de pression. Tout a commencé l'an dernier en avril, quand il y a eu cette salve de sanctions contre la Chine. In April last year, when there was that volley of sanctions against the Chinese, you could see that the Chinese response already a year ago. On voyait déjà, il y a un an, que la réaction chinoise était très différente. Ils ont résisté dès le départ. Et maintenant, ils ne se contentent plus de résister. Ils ripostent, comme on le voit avec les raffineries de pétrole. Voilà. Alors, quel levier Trump a-t-il vraiment pour faire pression sur la Chine? Pas grand-chose. Et maintenant, s'il est sérieux dans sa volonté de trouver, on ne sait même pas s'il l'est vraiment. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut, avec toute cette aventure iranienne désastreuse. Et qui paie le prix de tout ça? L'économie mondiale. Surtout les pays très fragiles qui risquent de se retrouver face à la famine dans quelques mois, certainement au second semestre. Cela veut dire qu'il va falloir trouver une forme de solution dans les prochaines semaines. Sinon, la spirale descendante de l'économie mondiale sera encore plus terrible que ce que l'on prévoit aujourd'hui. Even more horrible than what is being predicted at the moment. And of course, his domestic situation is Et bien sûr, sa situation intérieure est catastrophique. C'est la seule chose à laquelle il pense. Il est condamné à être un président en fin de règne, sans pouvoir réel. Et là, tout peut arriver. Quand on devient un président en fin de mandat, on devient une proie facile pour tout le monde. Ça peut être n'importe quoi. Une destitution, une mise en accusation, la prison, peu importe. Tout sera possible. Et pas seulement pour lui, mais aussi pour ses proches. Parce que c'est un système mafieux, avec plein d'escrocs qui en profitent, à commencer par son gendre, qui est sans doute le plus grand d'entre eux. Et tu sais quoi, Nima? C'est lui-même, Kushner lui-même, qui a nommé le nouveau négociateur de l'équipe Trump. Et devine quoi? Ce type vient de l'armée israélienne. C'est un atout sioniste. En théorie, il va être conseiller auprès de Witkoff. C'est une blague. C'est une blague. Comment peut-on prendre ces gens au sérieux? Oui. Et les Iraniens ont répété encore et encore qu'ils ne s'assieraient pas à la même table que ces deux idiots. Point final. Le seul avec qui ils accepteraient éventuellement de parler, c'est Vance. Et Vance, pour l'instant, est hors du jeu. Peut-être qu'il reviendra plus tard. Mais voilà, il n'y a personne avec qui négocier. Et bien sûr, en théorie, les États-Unis ont un secrétaire d'État qui d'ailleurs aujourd'hui a dit quelque chose d'incroyable. Il a déclaré que, grosso modo, ils essayaient de ramener la situation, y compris dans le détroit d'Ormuz, à ce qu'elle était avant. Il a vraiment dit ça. Ce type a un QI de quoi? 10, 12, peut-être? Il est en train d'avouer une défaite stratégique devant la planète entière, et il ne s'en rend même pas compte. Incroyable. C'est toi qui as provoqué tout ça. Reviens-en au point de départ. Évidemment, si tu n'avais pas lancé cette guerre, dépensé des sommes folles, détruit une grande partie des infrastructures iraniennes et maintenant celle de l'économie mondiale, rien de tout ça ne serait arrivé. Donc c'est ta faute. Et ça va être très difficile, Nima. Tu as raison. Ce sera pratiquement impossible. Avec qui les Iraniens vont-ils négocier lors du prochain cycle s'il y en a un? Et en plus, ils vont avoir ce soutien, ce renfort diplomatique à la fois de la Russie et de la Chine. Les Russes sont maintenant profondément impliqués dans toute cette affaire. Et si Trump veut vraiment trouver une porte de sortie pour lui-même, il va devoir écouter les Russes. Et les Russes peuvent le forcer à reculer sur beaucoup d'aspects. Mais c'est tout. Maintenant, loin d'être isolé, l'Iran est soutenu par deux superpuissances. C'est un tout autre jeu. Et l'administration Trump, elle, n'est soutenue pratiquement par personne. Même pas par les vassaux. L'Europe n'existe pas. C'est du suicide politique. Et évidemment, dans le Golfe Persique, les seuls alliés, ce sont les Émirats arabes unis.
C'est pour ça que la question des Émirats va devenir à partir de maintenant la question brûlante du Golfe Persique. On sait que le CCG est déjà divisé. On sait aussi que l'Arabie saoudite joue un jeu très habile. Théoriquement, l'Arabie saoudite fait partie de ceux qui essayent de trouver une solution. Today are actually called the Saudi Arabia foreign minister. So they're talking. Do they talk to the UAE foreign minister? No, because they are at war against Iran. So the UAE is the burning question. The Arab Israel in the UAE, if they don't get their act together, they can be smashed in the near future and destroyed easily. But that's very, very dangerous. Across the waters from the Persian Gulf, the Iranians look over there and say, we have to take care of these people. Very, very dangerous. And it's a mafia state as well. That's why they get along with Trump so well. That's why MBZ gets along with Trump so well, because it's a mini monarchy mafia setup. Et le jour, Pepe, je pense que le jour où les Émirats arabes unis décideront de faire quelque chose contre l'Iran, ce sera la fin des Émirats arabes unis. Et personne ne s'en souciera. Personne. Personne, même pas les Arabes. Les Arabes ne s'en soucieront pas, sans parler du reste du Sud global. Parce qu'on a des forces israéliennes aux Émirats arabes unis. On a aussi des forces américaines. Elles font beaucoup de choses dans ce pays. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles vivent dans une maison de verre. C'est une situation tellement fragile. Elles ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Vraiment, ils ne comprennent pas. Et ils sont arrogants, très unilatéraux. Parce que, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est MBZ, et personne d'autre. C'est un pouvoir d'un seul homme, en pratique. Et bien sûr, il y a la famille autour. C'est une dictature dure, une dictature monarchique, fondée en plus sur le travail forcé, qui vend une fiction au monde entier. Et évidemment, des gens assez crédules y ont cru. Ils ont acheté le rêve de Dubaï, qui dès le départ était une énorme illusion. Le modèle économique de Dubaï s'est déjà effondré. Ce qu'il leur reste, c'est Abu Dhabi et la vente de pétrole, qu'ils rêvaient d'augmenter à 5 millions de barils par jour, en utilisant surtout Fujairah, n'est-ce pas? Mais si la guerre reprend, ce qui reste tout à fait possible, sur une échelle de 1 à 10, la probabilité est sans doute autour de 9. Exactement. Tu dirais ça, hein? Vers 9 heures. Il pourrait y avoir une reprise de la guerre. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, oui. Et si l'Iran déclare, comme il l'a fait pendant la dernière guerre, que les Émirats arabes unis en font partie, alors là, c'est fini. Au revoir les Émirats. Pepe, le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré que ce qu'Axios a rapporté au sujet d'un texte prétendument approuvé entre l'Iran et les États-Unis n'est qu'une liste de souhaits, pas une réalité. C'est une liste de souhaits. Oui, c'est une liste de souhaits du point de vue américain, clairement. Du point de vue iranien, tout le monde connaît les grandes lignes de la position iranienne. Et la plupart des gens savent aussi que les Américains vont les rejeter. Ils ne les accepteront jamais. Donc, encore une fois, il n'y a sans doute qu'une seule personne, quelque part dans les galaxies lointaines, capable de combler cet écart, Vladimir Poutine. Personne d'autre. Ce ne sera pas Xi Jinping. Les Chinois ne se saliront jamais les mains avec cette affaire. D'abord, parce qu'ils refuseraient de discuter de l'Iran avec Trump. Les Russes, eux, c'est différent, parce que Poutine a, disons, une portée mondiale qui dépasse l'Europe. Poutine peut parler à n'importe qui sur la planète, sauf aux Européens.
et il a de l'influence. Et bien sûr, Trump l'écoute. C'est l'un des très rares. And of course, Trump listens to him. Is one of the very few. So apart from that, there's no À part ça, il n'y a aucune solution possible à cette démence galopante. Et on a un président en route vers la démence, entouré d'idiots absolus. Des gens qui ne comprennent ni l'Iran, ni l'Asie de l'Ouest, ni l'Eurasie, ni le monde multipolaire. Ils ne comprennent même pas à quel point la superpuissance est fragile. C'est le mélange impérial classique d'arrogance et d'ignorance. Et dans leur cas, aujourd'hui, quand on regarde le secrétariat des guerres éternelles, c'est un mélange de méchanceté et de stupidité. Aucun de nous n'aurait pu imaginer que la méchanceté puisse être aussi stupide et la stupidité aussi méchante. Regardez simplement le secrétaire des guerres éternelles. Il incarne à lui seul ce syndrome. Donc la guerre reviendra, Nima. Qu'en penses-tu? Après Trump, Xi Jinping. after Trump, Xi Jinping. Je dirais que beaucoup de gens en Iran en parlent et pensent que ça pourrait arriver avant que Donald Trump n'y aille. Et leur argument, c'est que ce week-end, alors. Oui, exactement. Parce qu'ils pensent que ce week-end marquera le début de la guerre. Je ne sais pas si ça va vraiment arriver. Beaucoup de gens s'attendent, d'une manière ou d'une autre, à ce que ça se produise. Il n'y aura pas de réunion la semaine prochaine. Les Chinois vont l'annuler, évidemment. Oui, s'ils lancent ça, ce serait en quelque sorte l'annulation de la réunion. Et je pense qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, Arachi discute avec la Chine, parce que plus personne ne croit à l'administration Trump. Aujourd'hui, ils disent une chose, et 2 heures plus tard, ou même 2 minutes plus tard, ils changent complètement la donne. Parce qu'ils n'ont aucune stratégie, Nima, comme on le sait tous. Ils improvisent, puis ils improvisent sur l'improvisation précédente, et ensuite ils oublient même ce qu'ils ont improvisé. Il n'y a absolument aucune stratégie dans tout ça. La seule chose qui semble vraiment compter dans l'esprit de Trump, c'est qu'il a besoin d'une porte de sortie. Il est coincé au milieu d'un énorme embouteillage et il ne trouve pas comment s'en sortir. Il en a désespérément besoin, mais on sait très bien que l'Iran ne va pas le lui donner. L'Iran n'a aucun intérêt à aider Donald Trump. Au contraire, Exactement. Ils ne veulent pas l'aider. C'est bien ça, le problème. Et voilà ce qui est ressorti, Pepe. Caitlin Dornbos, une journaliste du New York Post, a rapporté Elle dit « J'ai maintenant pu le confirmer moi-même, grâce à une source pakistanaise, au courant des efforts de médiation. Ma source m'a dit qu'il existait plusieurs versions du document, celui dont Axios parlait. donc il y a plusieurs versions pour. Oui, et les détails sont encore en train d'être réglés pour savoir quelle version sera acceptable à la fois pour les États-Unis et pour l'Iran. On dirait qu'il n'y a pas d'accord, vous voyez, sur ce document. C'est ce que je pense. C'est incroyable. Avant même qu'il y ait un accord sur quoi que ce soit, Donald Trump l'annonce déjà. Allez-y. Alors, il y a plusieurs protocoles d'accord, différents mémorandums. Et bien sûr, ça discute dans les deux sens, c'est évident. Pour arriver à un accord final, ce sera énorme si on y arrive. Parce que les positions sont totalement opposées, sur tous les plans. Même sur l'ordre de la procédure, sur la manière de procéder, et sur ce qui doit être traité en priorité, dans quel ordre. Par exemple, ce sera très difficile de convaincre Trump que la première chose à aborder, c'est la fin de la guerre et des autres guerres. D'abord parce qu'il ne peut pas s'engager là-dessus. Et il ne s'y engagera pas. Et même s'il le faisait, il pourrait tout annuler, comme il l'a fait avec le JCPOA. Encore une fois, il n'y a pas de confiance. Once again, there's no trust. And even if you have
Et même si, par exemple, on prend les Pakistanais, ils ne sont pas des médiateurs assez puissants pour imposer quoi que ce soit. Les Omanais, c'est pareil. Les seuls qui pourraient vraiment imposer quelque chose, remettre un peu d'ordre dans les discussions, ce sont les Russes. Est-ce que les Russes veulent le faire? Non. Ils ont leurs propres affaires à régler, y compris la menace que ces terroristes complètement fous viennent perturber le défilé du 9 mai samedi. Et ça, c'est une menace sérieuse. Mais au moins, le ministre de la Défense a déjà prévenu. Si vous faites ça, très bien, on rase Kiev. Faites attention, on rase Kiev. Je ne suis pas sûr que les gens à Kiev aient encore bien compris ce message. I'm not sure it's those people in Kiev registered that yet. And the Russians are losing their patience. Les Russes commencent à perdre patience. Et bien sûr, à l'intérieur du pays, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir de près quand j'y serai plus tard ce mois-ci. Les gens en ont marre de toute cette situation. Surtout maintenant, avec les attaques presque quotidiennes contre les infrastructures, les installations pétrolières, les raffineries, tout ça. Les gens commencent à être vraiment en colère en Russie. Donc, il y a de la pression un peu partout maintenant. D'accord, il faut régler ce problème une bonne fois pour toutes. C'est ça, la priorité de la Russie. Elle n'a pas besoin de jouer les médiateurs dans la guerre des autres. Elle a déjà sa propre guerre à résoudre, non? They have their own war to solve first, right? Je ne prétends pas bien connaître la façon de penser du gouvernement chinois, mais si je devais retenir un seul point commun entre ces deux conflits, en Ukraine et au Moyen-Orient, du point de vue chinois, ce serait celui-ci. Si l'Empire t'attaque, tu ne recules pas, tu ripostes. Exactement. Est-ce que ça veut dire que la Chine ne donnerait pas, disons, une sorte de porte de sortie aux États-Unis, ou qu'elle n'aiderait pas les États-Unis dans le cas de l'Iran ou de la Russie, ou bien, au lieu de coopérer avec les États-Unis, qu'elle riposterait dans le cas de Taïwan? Parce que ce n'est pas seulement une question de Taïwan, c'est aussi la manière dont ils peuvent faire pression sur la Chine dans le détroit de Malacca. Exactly. It's Malacca. You're right. This was the Exactement, c'est Malacca. Tu as raison. C'était le sujet d'une de mes chroniques la semaine dernière. Et Malacca, c'est inévitable, tôt ou tard. Hormuz, c'était un test. Ils ont perdu. Donc maintenant, ils vont être encore plus en colère et ils se disent « D'accord, on n'a pas réussi à Hormuz, mais on va le faire à Malacca ». Et c'est pour ça que cet accord de coopération militaire signé entre Jakarta et Washington est si dangereux. Ça pourrait bien être la première étape, tu vois, la première pièce de la stratégie. On obtient ça, ensuite on pousse les Indonésiens à accorder des droits de survol aux avions militaires américains, puis on essaye d'installer une base quelque part. Voilà, c'est inévitable. Les Indonésiens ont déjà fait une grosse erreur. It's inevitable. So the Indonesians already made a big mistake. And so far I have not seen there's a lot of criticism. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Il y a beaucoup de critiques en Indonésie à ce sujet, y compris de la part de leur propre ministère des Affaires étrangères d'ailleurs. Mais n'oublions pas que le chef du gouvernement est un militaire, très proche de Suharto à l'époque. Quand Suharto a été renversé, il a voulu se présenter à la présidence, pensant qu'il serait élu. Il ne l'a pas été. Il a attendu son heure tout ce temps. Et maintenant qu'il est président, il ne faut pas oublier que ce sont d'anciens réflexes militaires et ils ont toujours été très proches des Américains. Alors Prabowo, cette image qu'il se donne d'un type progressiste et tout ça, ce n'est pas la vraie histoire. C'est dangereux, très dangereux. Donc Malacca est inévitable, Nima, inévitable. Mais le problème, c'est qu'ils sont maintenant très en colère parce qu'ils ont perdu Hormuz. And now that they are very angry because they lost Hormuz. And Hormuz was the preamble to get to Malacca. Et Hormuz, c'était en quelque sorte le préambule pour arriver à Malacca. Maintenant, ils vont devoir tout recommencer à zéro. Mais au fond, c'est la même chose, parce que la guerre est fondamentalement dirigée contre la Chine.
Les Chinois, tout le monde en Chine le sait, même ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. La position du gouvernement chinois est donc très complexe. Bien sûr, ils veulent que le détroit d'Ormuz reste complètement ouvert, parce qu'après tout ce dont ils ont besoin passe par Hormuz. C'est d'ailleurs l'un des points que Wang Yi a évoqué aujourd'hui avec Araghchi. Mais en même temps, il a aussi parlé de la souveraineté et des droits de la République islamique d'Iran. Ce qui veut dire que les Chinois comprennent très bien que s'il y a un péage, cela concernerait beaucoup de leurs propres pétroliers. Ou alors ils ont un accord et leurs navires passent gratuitement. Donc, ils sont moins touchés que d'autres nations. Par exemple, les Japonais et les Sud-Coréens, eux, vont devoir payer le péage. Les Chinois, pas forcément. Bien sûr, tout ça dépend, ça interfère avec les autres fournisseurs chinois, parce que la Chine achète du pétrole à tout le monde dans le Golfe. Donc les Chinois voudront aussi que leurs pétroliers puissent passer. Et là, ça commence à se compliquer, parce qu'ils doivent dire aux Iraniens, « Écoutez, peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour tous nos navires venant du Golfe Persique. » Mais ils comprennent très bien la question de la souveraineté, de l'indépendance et le fait que les Iraniens mettent en place un nouveau système de gestion dans le détroit d'Ormuz. Les Chinois comprennent ça parfaitement, vraiment très bien. Après tout, la guerre est dirigée contre eux. Et ils ont bien compris le blocus américain. Le blocus américain, lui aussi, était contre eux. Et il est toujours là. Mais les Chinois sont des maîtres pour naviguer tout ça en silence. Mais le fait qu'ils sortent maintenant au grand jour et qu'ils disent que tout ce qui est directement lié à cette guerre est illégitime, c'est-à-dire complètement illégal, c'est énorme. Ça veut dire que tout ce que font les Américains est illégal et que tout ce qu'ils feront ensuite le sera aussi, puisque la base même de tout ça était et reste illégale. Ce serait fantastique. Évidemment, on ne verra jamais une telle scène. Tu imagines Nima, Xi Jinping dire ça à Trump en face, les yeux dans les yeux. Évidemment, Xi Jinping dirait ça tranquillement, en sirotant un peu de thé, avec un petit sourire en coin, presque un rire, en glissant peut-être une métaphore de la dynastie Tang. Mais je suis sûr qu'il le dira. Et évidemment, Trump ne saura pas comment répondre à un truc pareil, surtout parce qu'au fond, tout ça, c'est de sa faute. Oui. Voyons un peu ce qui se passerait, Pepe. Je pense qu'on se dirige droit vers une tempête, à mon avis. Voyons ce qui se passerait. Ah oui, ça va être quelque chose. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Au revoir depuis les îles, de retour ici. Ah oui, aujourd'hui la pluie est arrivée tôt. Tu t'amuses bien là-bas? Une merveille. Merci, merci à vous tous, partout dans le monde. La lutte continue. Et La lutte continue. la lutte continue. Et ne baissez pas la garde, parce que c'est nous tous contre les suspects habituels. C'est un combat jusqu'au bout. Exactement. Merci. Salut, salut. Merci. Ouais.